L'automate cellulaire est une figure emblématique de l'informatique qui, d'une certaine façon, représente assez bien l'ordinateur lui-même. Le principe, c'est un ensemble d'individus, de cellules ou de points qui évoluent en fonction de règles simples appliquées localement pour chaque individu. C'est un processus parallèle. Alors cette figure, on la retrouve pour la modélisation de feux de forêt, également pour des mouvements de population dans des villes ou des formes dans la nature. C'est une figure qui a aussi beaucoup inspiré des recherches sur la vie artificielle. L'espace 2D pour l'automate est défini par une matrice de nombres avec pour chaque position des valeurs soit sur 0, soit sur 1. Au départ, tout est à 0 et on initialise à 1 quelques positions, par exemple un petit carré au centre. Ensuite, le principe est le suivant. On parcourt la matrice et pour chaque position x, y, on compte le nombre de positions voisines sur 1. Puis, on utilise ce nombre pour appliquer une loi de transition. Par exemple, si NB voisin est inférieur à 2 ou si NB voisin est supérieur à 3, la position courante prend la valeur 1. Sinon, elle prend la valeur 0. Pour que ça fonctionne, il faut que le plan de départ ne soit pas modifié pendant qu'il est examiné. Pour cette raison, il faut deux plans. Le plan original de départ et un autre plan en miroir dans lequel sont consignés au fur et à mesure tous les résultats de chaque position. Une fois le parcours du plan original effectué, il ne reste plus qu'à recopier le plan en miroir dans le plan original. Ensuite, on recommence l'opération de façon cyclique autant de fois que l'on veut. Le programme s'appuie sur deux matrices. La première, c'est le plan initial, et la seconde, c'est la matrice en miroir, exactement de la même dimension, dans laquelle seront consignées toutes les valeurs obtenues par les lois de transition, par l'application d'une loi de transition. Au départ, on met à 0 en utilisant cette technique qui est très pratique. La taille, c'est Tx par Ty. Alors, Ty correspond au nombre de lignes et Tx, le nombre de colonnes. La première fonction, c'est la fonction d'initialisation. Et qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on met un rectangle, un petit rectangle à 1 au milieu de la matrice de 0. Alors, la valeur de la première dimension correspond à la position verticale. Ty, c'est le nombre de lignes, ça donne une position verticale. Et la seconde valeur, c'est celle qui donne la position horizontale, Tx étant le nombre de colonnes. Voilà, donc on divise par 2. Ça, c'est vraiment le centre de la matrice. Et puis là, je divise donc la position, je me mets toujours au centre en vertical, mais je me décale de 1 pour l'horizontale. Là, je passe en dessous à la verticale, je reste au centre pour l'horizontale, et là, je me décale de 1 pour la verticale et pour l'horizontale. Donc voilà, au résultat, ça me donne un petit carré de 4 positions au centre, légèrement décalé, quoi. La fonction la plus importante, il y en a deux, c'est la fonction calcul qui va faire appel à la fonction compte voisin. C'est le moteur, en fait, de l'automate. Alors, le calcul consiste à parcourir la matrice. On parcourt la matrice et pour chaque position, on appelle la fonction compte voisin. Donc, on va regarder combien il y a de voisins à chacune des positions. Je passe à la fonction compte voisin, évidemment, la position sur laquelle je suis. Alors, au démarrage, je prends la position immédiatement au-dessus de la position XY.
Voilà, donc c'est-à-dire y-1, x. Si c'est égal à 1, j'incrémente NB, ça c'est mon compte, de 1. Et évidemment, NB est mis à 0 au départ. Ensuite, je vais tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc je vais prendre toutes les 8 positions, enfin donc les 7 autres, toujours au-dessus, ça fait y-1, x plus 1. Ensuite, je redescends, donc je suis à y et décalé de une colonne pour x. Je descends toujours, donc là je suis dans le coin bas droite, donc c'est x plus 1, y plus 1. Je reviens au centre au niveau des colonnes, donc en x, donc ça fait y plus 1, x. Ensuite, je vais plus vers la gauche, donc c'est x moins 1, et je reste toujours juste au-dessous en y. Ensuite, ça fait y, je remonte, x moins 1, donc je suis sur la gauche de x. Et puis, le dernier, c'est le coin haut gauche du rectangle, en fait, qui encadre la position xy. Voilà, donc ça, une fois que j'ai ça, à chaque fois, évidemment, je regarde si c'est à 1, et si oui, ben, j'incrémente NB de 1. Ce qui fait qu'à l'issue, j'ai bien le nombre de voisins, c'est-à-dire le nombre de positions à 1 qui entourent la position xy. Je retourne ce nombre à la fonction calcul, que je stocke, que je récupère ici dans NB voisins, et là, j'applique la loi de transition qu'on a évoquée déjà. Donc si NB voisin est inférieur à 2 ou si NB voisin est supérieur à 3, à ce moment-là, je stocke le résultat dans la matrice en miroir, donc la matrice save, à la position xy. Donc si le test est vrai, je mets 0, si le test est faux, je mets 1. Alors les lois de transition, évidemment, on peut en imaginer beaucoup. Il y en a qui fonctionnent plus ou moins bien. Celle-ci est particulièrement intéressante. Évidemment, ça dépend également de l'initialisation de la matrice au départ. Les résultats ne seront pas les mêmes en fonction de l'initialisation. Donc ça, c'est vraiment le moteur, les deux fonctions principales. Alors à noter que lorsqu'on regarde autour, par exemple là je fais y-1, il ne faut pas que je sorte de la matrice. Hein. C'est pourquoi ici, on parcourt la matrice en se décalant de 1 vers l'intérieur et en s'arrêtant à 1 avant la limite. Donc là, par exemple, ça s'arrête à y égale ty moins 2. Ce qui permet d'avoir un bord et de jamais sortir de la matrice, y compris quand on fait des moins 1 ou des plus 1, que ce soit pour y ou pour x. Ça, c'est important, sinon ça planterait. Ensuite, ce qu'il faut, c'est une fonction de copie. Alors, il y a plusieurs solutions. Soit la plus basique, ce serait celle-là. C'est-à-dire, je parcours la boucle et puis à chaque fois, je prends la position dans la matrice save et je la recopie dans la matrice initiale, mat. La deuxième solution, c'est d'utiliser la fonction memcpy, qui est particulièrement rapide, de lui passer l'adresse de départ du bloc dans lequel copier, donc c'est mat, l'adresse de départ du bloc à partir duquel copier, et la taille totale du bloc. Voilà. Donc c'est size of in que multiplie tx que multiplie ty. Donc et ça fonctionne. L'affichage. Alors la fonction d'affichage, là je parcours, hein, la matrice, et à chaque fois je déplace le curseur en écriture en utilisant la fonction goToXY. Et puis si c'est égal à 1, si je suis sur une position qui vaut 1, je mets la couleur 192, alors voilà, ça fait couleur rouge en fond, et puis sinon je mets 16, c'est-à-dire c'est du bleu. Et à chaque fois, j'affiche un espace. Voilà, c'est pour ça que c'est que la couleur du fond qui nous intéresse. Les fonctions goToXY et textcolor, on les a déjà rencontrées, hein, donc j'utilise en fait, c'est une réécriture en quelque sorte de fonctions qui sont dans Windows.h. Comment on l'utilise dans le main? Pour l'action, l'automate ne s'exécute pas automatiquement tout seul, quoi. À chaque fois qu'on appuiera sur une touche, il fera un cycle. C'est ce qui permet de voir comment il évolue très clairement. Et si on veut quitter, il suffit d'appuyer sur Q.
Alors j'appelle évidemment premièrement la fonction d'initialisation de la matrice. Ensuite je fais une boucle de jeu tant que fin est différent de quitter, fin de Q quoi. J'ai mes fins à 0 au départ, donc au départ il est bien différent de Q qui vaut je ne sais pas combien, 113. Si on appuie sur une touche, la fonction retourne 1 et elle retourne 0 sinon. Donc si on appuie sur une touche, à ce moment-là je récupère la touche appuyée, au cas où ce soit la touche Q. J'affiche la matrice, j'opère le calcul et j'établis la recopie, hein, la copie. Donc en fait ce que l'on voit c'est l'état antérieur en fait. Je génère, donc appuyer sur n'importe quelle touche. Donc je vais appuyer, voilà. Donc du coup tout ce qui était à 0 passe en bleu et j'ai mon carré au centre. Voilà, ça c'est le deuxième état de l'automate. Le troisième, quatrième, cinquième. Alors je dois dire que personnellement je suis très intéressé par cet automate pour des questions graphiques. Je trouve qu'ils sont très beaux. Et on obtient des choses différentes en fonction de l'initialisation de départ. L'automate va commencer à se désorganiser quand il touche les bords, parce qu'évidemment, il perd sa cohérence interne, puisque le bord est une espèce de limite qui revient vers l'intérieur ensuite. Néanmoins, avant de devenir vraiment chaotique, enfin en tout cas d'en donner l'impression, il conserve une cohérence, ce qui fait qu'on a des figures qui peuvent être assez belles. Alors ce qui est intéressant, c'est de le bricoler. On peut avoir plein d'idées là-dessus. On peut changer le système des couleurs, on peut changer les lois, on peut faire pas mal de choses. Enfin, moi, c'était, je dois dire, mon premier programme. Je me suis, je dirais, éclaté avec ça pendant quelques temps quand j'ai appris la programmation. Et j'ai trouvé ça magnifique, en fait. Et je reste très attaché à cette figure.